frustrant. Bon, beaucoup d'interrogations à la suite de l'émission encore d'hier. D'abord, ces revenus, cette allusion au fait que vous avez travaillé gratuitement, c'est vrai? Ben, c'est-à-dire qu'il faut penser, d'abord, c'est pas une biographie, c'est pas un documentaire sur Claude Poirier, c'est des événements que j'ai vécus. L'auteur, Daniel Dansereau, a mis ça dans un contexte d'une télésérie et le réalisateur, M. Sylvain Archambault, lui a réalisé avec des comédiens. Donc, quand on parle de l'affaire d'hier soir, ça faisait 14 ans que je faisais ce métier-là. Alors, quand on voit dans la scène que le propriétaire, pas le propriétaire, mais le directeur de l'information, le directeur de l'information dit « Tu vas être payé, tu vas avoir un contrat », ça s'était mis dans le contexte de l'émission. De l'émission, bon. Sauf que ça faisait 14 ans que je faisais ce métier-là. Bon, on est bien d'accord, c'est pas une biographie, mais ça vous brasse pas mal. Est-ce qu'il y a eu une prise d'otage de Blas à la station de radio? Bon, voici ce qui s'est passé. Il y a eu 2 incidents où, à l'époque, le chat est venu me rencontrer. Premier incident, ça s'est passé une nuit. J'étais à la station de radio, j'avais reçu un coup de téléphone, j'ai ouvert la porte à quelqu'un sur la rue Berry, c'était à CJMS, et je n'aimerais pas les personnes qui étaient dans la station, mais je sais qu'ils vont se reconnaître parce qu'il y en a encore qui sont vivants. Ce soir-là, j'avais ouvert la porte à l'arrière, le chat était rentré avec deux autres personnes. Jamais on a crié police. Pour ça que les gens sont un peu surpris. Moi, j'ai jamais pris le téléphone pour dire où mes collègues qui étaient sur place. Là, il y a quelqu'un armé. Blas était recherché à ce moment-là. T'as pas commencé à aller crier police. C'était pas mon travail. Moi, vous avez vraiment sauvé la vie d'un policier? Non. Ça, là, c'est l'imagination de l'auteur et l'imagination du réalisateur Sylvain Archambault. Ça s'est pas passé dans le jour, ça s'est passé de nuit. Au dimanche matin, à l'époque où je travaillais, puis je sais qu'il y a des collègues qui écoutent ce soir, oui, un jour, j'ai reçu la visite 4 personnes armées, dont le chat. Claude, vous soulignez, en fait, on souligne, le comédien souligne que la ligne est mince entre les criminels et les journalistes. Vous vous rappelez un événement que c'est, mais cependant, vraiment passé dans votre jeunesse? Hein? Oui, c'est exact, Pierre. J'avais décidé de manquer l'école une journée, la seule fois dans ma vie. Je fréquentais l'école Weber à Rosemont. Et avec 2 autres personnes, j'avais décidé de ne pas aller à l'école. On était descendus, dans ce temps-là, il y avait le tramway sur la rue des Lormiers. On était descendus sur la rue Saint-Laurent, près de Sainte-Catherine. Les plus âgés vont s'en rappeler. Il y avait le Midway. Ce jour-là, mon père, par pur hasard, il est passé. Peux-tu vous dire que j'ai rentré rapidement dans la voiture? Dans les heures que j'ai suivies, j'ai appris que les 2 personnes qui m'accompagnaient avaient attaqué un chauffeur de taxi. Ça brasse, hein? Un peu. Oui. Et je veux revenir sur la fin. Ben oui, la fin de Blas. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Moi, j'ai jamais été dans le chalet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que Blas avait écrit 2 lettres. Une à Maître Fin Chauffé, une à moi. J'ai déjà rencontré les personnes qui étaient dans le chalet. Mais ce qui s'est passé hier soir dans la fin de l'émission, la fin de Blas, c'est que c'est l'imagination des auteurs et du réalisateur. Là-dessus, j'avais pas de contrôle. Les 27 projectiles, c'est vrai. C'est vrai. Mais il n'y avait pas nécessairement 12 policiers. Il y avait 2 policiers, dont la lame s'était enrayée. Des questions rapides. Le Pantagruel, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous nous l'aviez relaté. En fait, le Gargantua. Oui, le bar salon Gargantua, les policiers ont toujours soupçonné que Feu le chat était l'auteur avec un autre collègue dans cette affaire-là. Et la prison Montélimar, de quelle prison on parle? On parle du vieux pénitencier et on parle du CDC à l'époque où les gars étaient gardés 23 heures sur 24 en cellule. C'était devenu pour le chat véritablement sa bataille. Mission, une bataille. Sa bataille. Ben merci Claude. Merci. À demain. On se retrouve demain. On vous a parlé un peu plus tôt de ce bébé prématuré mort à l'hôpital Sainte-Justine et du champignon Aspergillus, c'est son nom, qui pourrait être en cause. L'Institut de cardiologie à Montréal a perdu, à compter de juin 2002, 3 patients, un à la suite de l'autre. Mais depuis, la leçon a été bien apprise. J'ai rencontré Sylvie Théorin, qui est responsable de la prévention des infections à l'Institut de cardiologie de Montréal aujourd'hui, et qui nous parle de la série de mesures mise en place depuis. Je pense que le public a un vague souvenir de ce qui s'était produit ici à l'Institut de cardiologie en 2002. Pouvez-vous nous rappeler ce qui s'était passé du même genre qu'on a vu à Sainte-Justine aujourd'hui? En fait, ce qu'on a eu, c'est que 3 patients, à l'intérieur d'une année, ont acquis une infection Aspergillus suite à une chirurgie cardiaque. Et malheureusement, les 3 patients sont décédés parce que c'est une infection qui est quand même assez invasive et dommageable. Est-ce que vous avez pris des mesures après 2002? Oui, depuis, même après la survenue de notre premier cas, on a fait des contrôles de la qualité de l'air au bloc opératoire. Et on n'a pas trouvé de traces d'aspergillus à l'intérieur de nos systèmes de ventilation, ni sur les surfaces au bloc opératoire. Ce qui a dû vous rassurer. Oui, oui.
En fait, on ne sait pas comment ces patients-là ont été contaminés. C'est sûr que l'aspergillus, c'est un champignon qu'on trouve partout dans l'environnement. On en retrouve surtout à l'extérieur. On en retrouve dans le sol, dans l'eau, dans les plantes, dans les feuilles en décomposition. Donc, la particularité de l'aspergillus, c'est qu'il produit des spores qui sont très, très, très petites, donc qui se transportent par l'air. Et est-ce que ça vous a conduit à prendre d'autres mesures que celui qui concerne la ventilation? Oui, on a profité de l'occasion pour avoir toutes les mesures de prévention des infections qu'on appliquait au bloc opératoire, entre autres la tenue vestimentaire. On a changé complètement l'uniforme qu'on utilise au bloc opératoire pour s'assurer d'avoir un meilleur contrôle, s'assurer que les gens ne sortent pas de l'institut avec leur uniforme du bloc opératoire. Donc, cet uniforme-là reste seulement à l'intérieur de l'institut puis qu'on puisse contrôler la circulation du personnel au bloc opératoire. Plus, j'imagine, toutes les autres mesures d'hygiène. Toutes les mesures d'entretien sanitaire au bloc opératoire, toutes les mesures de base comme le lavage des mains, le brossage chirurgical, tous les moyens d'entreposage du matériel au bloc opératoire pour s'assurer qu'on n'entre pas de particules de poussière avec des boîtes qu'on entre au bloc opératoire. Donc, il n'y a plus aucune boîte de carton qui entre au bloc opératoire. Ils sont déballés à l'extérieur du bloc opératoire pour éviter que les poussières pénètrent à l'intérieur du bloc. Je vous pose la question suivante. Ces personnes qui venaient de subir une intervention chirurgicale majeure étaient donc affaiblies d'une certaine manière. Oui. Les risques d'acquérir une infection avec l'aspergillus, c'est chez les patients qui sont, par exemple, immunodéficients, immunosupprimés, qui reçoivent des médicaments qui altèrent leur système immunitaire, qui reçoivent des antibiotiques, qui ont des portes d'entrée, des interventions très complexes qui font en sorte que leur système est affaibli et donc qui peuvent être plus à risque là, de faire une infection avec ce champignon. Bon, pour quelqu'un qui vient pour un traitement moins grave, moins sérieux, ou alors quelqu'un qui visite tout simplement une autre personne qui est ici, les risques sont à peu près anodins. Oui, parce que l'aspergillus, on est en contact à l'extérieur, on est en contact même dans nos maisons, on en a probablement plus que ce qu'on a ici à l'Institut ou dans les hôpitaux. Pensez-vous que les médias, quand ils traitent de ces choses-là, font créer de la panique ou s'ils font bien d'être vigilants? C'est sûr que quand on parle de ces cas-là dans les médias et surtout quand on n'a pas, quand on n'explique pas à la population c'est quoi ces champignons-là puis comment on les acquiert, ça crée de la panique chez les gens. Ce qui s'est produit ce matin dans les médias, même nos patients nous en parlent aujourd'hui parce qu'ils se posent des questions là, parce qu'on a encore parlé de l'Institut dans les médias là, donc ça les inquiète quand on parle de cas comme ça puis quand on n'explique pas vraiment c'est quoi les risques d'acquérir cette infection-là. Merci beaucoup. Merci à vous.